Bonjour ici, salut là-bas. Et bienvenue sur François et la chaîne parlementaire dans votre émission citoyenne. Ça s'appelle Flash Talk et je pense que ça mérite des applaudissements. C'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, on est à Paris, place de la Bastille, et nous abordons la thématique du handicap. 12 millions de Français sont en situation de handicap. 80% des handicaps sont invisibles. Et lorsqu'il est visible, eh bien, la société n'est pas forcément très accueillante et ne facilite pas le quotidien des personnes handicapées. Alors, handicap, une minorité invisible, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Flash Talk, c'est votre émission, vous le savez, c'est vous qui allez prendre la parole, c'est vous qui allez faire ce débat. Et ouais, vous faites le débat évidemment autour de ce tapis, mais aussi sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est avec le hashtag Flash Talk. Vous pouvez aussi liker notre page officielle sur Facebook, Flash Talk, c'est tout simple. Et aussi nous rejoindre sur Instagram et Instagram TV, @FlashTalkOff comme officiel. C'est aussi la première émission qui est intégralement filmée au smartphone. Qui a envie de filmer cette émission ? Alors, il y a mademoiselle, il y a monsieur, tiens, monsieur. Parce que, monsieur, je sais qu'il filme bien cette émission. Qui a envie de filmer ? Mademoiselle aussi. Allez, c'était une blague. Vous dire aussi évidemment que tous vos messages sont lus par notre community manager Damien, que vous découvrez à l'écran. Et à côté de lui se tient notre cartooniste cette semaine, il s'appelle AC. Il va regarder tout ce qui va se passer et j'irai le voir aussi de temps en temps pendant Flash Talk, histoire de regarder ses croquis. Je me tiens aux côtés de cette demoiselle, c'est quoi ton prénom ? Violette, Violette, tu vis où toi ? je vis à Paris. Bon, c'est la question qu'on posait au début de l'émission. Est-ce que tu as l'impression que les personnes en situation de handicap sont invisibilisées dans notre société ? Oui, moi Violette, je suis donc dans l'association des personnes de petite taille, qui est donc une association qui regroupe les parents d'enfants de petite taille et des adultes atteints de pathologie du nanisme. Et il est vrai qu'on a quand même pas mal de problématiques qui soulignent des problématiques d'insertion, des problématiques d'intégration. Je veux dire aussi bien au taf que dans la vie sociale. Au taf, à l'école, dans la vie sociale, l'accessibilité aussi, les transports. Donc en ce sens, on a quand même des problématiques communes avec toutes les personnes en situation de handicap. Est-ce que tu as l'impression que ça s'arrange au fil du temps ? Je trouve qu'il y a une volonté d'arrangement, que ce soit d'un point de vue politique. J'aime bien, elle a dit une volonté, ça veut pas dire que ça s'arrange. Hein. Bah si. Les gens ont envie. Hein. Ça s'arrange, mais on aimerait peut-être que ça s'arrange un peu plus vite. Bon, on va se parler de tout ça tout au long de l'émission. Merci pour cette première intervention. Sonia, où es-tu ? Oui, Rafale, je suis là, je suis avec Sébastien qui est là parmi nous aujourd'hui. Sébastien, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui ? Est-ce qu'il est temps que les personnes handicapées prennent la parole ? Alors bonjour, moi je pense que les personnes handicapées sont pas assez leur place dans la société. Ouais, je pense que le handicap il est pas assez reconnu. On va parler de toutes ces questions, l'accessibilité, le travail, mais aussi le logement, l'école, comment trouver sa place dans une société qui aurait plutôt tendance à rejeter la différence. Les handicapés sont-ils des citoyens comme les autres ? On regarde le Data Flash d'Estelle Janjo et on poursuit le débat juste après. Près de 2 Français sur 10 sont atteints d'un handicap. Et contrairement aux idées reçues, moins de la moitié seulement bénéficient de l'allocation adulte handicapé. Côté travail, seuls 35% des personnes handicapées ont un emploi. Des chiffres qui doublent chez nos voisins européens. La Suède, la Finlande ou encore l'Autriche affichent un taux d'emploi de plus de 60%. Pourtant, en France, depuis 1987, la loi oblige les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher 6% de travailleurs handicapés. Le secteur public joue le jeu. En revanche, une entreprise privée sur 5 ne respecte pas la loi. Du côté de l'éducation nationale, la majorité des élèves handicapés sont scolarisés dans un cursus classique. Pourtant, 1 sur 2 quitte l'école avant le CM2. Alors les personnes handicapées peuvent-elles trouver leur place dans la société ? Je me tiens aux côtés de Hugo Orio, écrivain, comédien, auteur du livre Autisme J'accuse, et paru aux éditions de l'Iconoclaste. Vous êtes autiste Asperger. Les premiers mots de votre livre vont me permettre de résumer votre propos. Je vous cite donc, « En France, depuis toujours, l'histoire s'écrit sans nous ». Qu'est-ce que ça veut dire, Hugo ?
Ça veut dire qu'il est temps que la parole des personnes en situation de handicap ou avec des spécificités cognitives se libère. Il est temps que cette parole soit prise. Mais c'est à nous de prendre cette parole, car cette parole a depuis longtemps été usurpée par des organismes qui la gardent pour nous. Des organismes, des lobbies, etc., comme le lobby sanitaire, le lobby psychiatrique ou le lobby des associations gestionnaires du médico-social, qui entendent étouffer cette parole, qui va aller à Carrément étouffer cette parole. Oui, bien sûr, étouffer cette parole d'un point de vue politique. On va voir également que ces populations-là sont obligées, pour être tolérées, d'être plus ou moins, si vous voulez, de surtout pas être détectées. À partir du moment où vous êtes étiqueté de cette façon-là, on va vous juger par rapport à quelque chose que vous ne pouvez pas faire. On va totalement occulter les avantages que peuvent vous apporter ces spécificités cognitives, comme par exemple la dyspraxie, la dyslexie, l'autisme, etc., qui peuvent, même si vous allez être déficitaire sur des compétences jugées importantes par la contrainte de normalité, vous allez être plus compétent sur d'autres domaines. Et ça, dès l'école, on va vous mettre dans une situation d'exclusion, une situation de discrimination. Donc on a des modèles qui fonctionnent à l'étranger, comme par exemple en Italie, vous avez une école qui est beaucoup plus inclusive, où vous avez par exemple 100% des enfants autistes qui sont scolarisés, contre à peine 20% chez nous. Et quand on dit 20%, c'est des temps scolaires absolument ridicules. Et ça, c'est à 1 heure de vol de chez nous. C'est à 1 heure de vol de chez nous. On peut citer aussi des exemples en Suède, on peut citer des exemples en Grande-Bretagne. Mais malheureusement, en France, vous avez tout un lobby qui profite de cet argent public et qui sert justement en établissement spécialisé à exclure ces personnes, à les mettre dans un destin d'éternel assisté au mieux et d'être totalement marginalisé au pire. Hugo, il parle tellement vite. Waouh, j'en sors vivant. Merci Hugo. Et tu restes avec nous tout au long de l'émission, s'il te plaît. Hein. Et moi, je suis avec Anne-Sara Kertudo, qui est juriste, directrice de l'association Droit Pluriel, qui milite pour une justice accessible à tous. Vous allez parler d'accessibilité, d'égalité des droits. Hein. C'est votre sujet, mais vous aviez envie, je le sais, de parler d'abord de cette question de l'invisibilité, Anne-Sara. On n'est pas invisible puisqu'on est là, puisqu'on est partout dans la rue, on est dans les familles. Par contre, il y a des endroits où on n'est pas visible. Et effectivement, à la télé, est-ce que vous en connaissez beaucoup des journalistes qui sont aveugles, malvoyants, en fauteuil, qui sont autistes? Est-ce qu'il y en a beaucoup à la télé? Est-ce qu'il y en a beaucoup à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y en a beaucoup dans ces postes-là? C'est là qu'il n'y a pas de handicap visible. Et c'est là, à mon avis, qu'il faudrait que ça se passe. Anne-Sara, vous avez fondé la première permanence juridique en langue des signes, dont vous avez tiré un ouvrage. Est-ce qu'on entend la mer à Paris? La question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que les personnes en situation de handicap sont des citoyens comme les autres? Est-ce qu'ils ont les mêmes droits que les valides ou pas? Oui. Bien sûr, oui, sur le papier, les personnes ont les mêmes droits. Sur le papier, les personnes ont le même devoir. Après, comment ça se passe sur le terrain? Et sur le terrain, pour le vivre, on sait effectivement qu'une femme sourde qui va au commissariat pour porter plainte suite à un viol, il n'y a pas d'interprète. Moi, j'ai entendu aussi des situations où on lui demande de mimer son viol. On sait qu'une personne trisomique, j'en ai rencontré une la semaine dernière, qui veut, pareil, porter plainte. Par exemple, la police ne va pas prendre sa plainte pensant qu'une personne trisomique n'a pas de droit de porter plainte. Et nous, l'association Droit Pluriel, on va former, par exemple, les professionnels de la justice au handicap pour qu'ils aient une vraie connaissance des situations de handicap, des conséquences du handicap. Moi, je suis à côté d'une maman. Elle s'appelle Clotilde. Ça va, Clotilde? Très bien. Clotilde, tu vis où, toi? On est dans le 78, à côté d'Orgeval, à Verneuil-sur-Seine, exactement. Et t'as dû aller si loin de Paris pour trouver une grande maison ou pas? Exactement. Parce que t'es venu avec tous tes kids, tous tes enfants sont là. Alors, il y en manque une qui passe le brevet des collèges. Ah, j'ai eu peur. Il y en a une, elle est punie, on l'a laissée dans la voiture. Il fait très chaud en plus aujourd'hui, place de la Bastille. Tu nous présentes tes enfants, Clotilde? Alors, je vous présente d'abord Com, Baudouin, Tiffaine, donc, qui est au brevet des collèges. Ensuite, Marin, Philippine, Brune, Marie. Bonjour. Marie. Et Marie Garance, tu as raison. Et Marie Garance qui est là, dans son petit fauteuil, qui est venue aussi, malgré la chaleur. Ça, c'est très cool. Alors, ils sont tous à toi, ceux-là. Hein. Oui, ceux-là, ils sont tous à toi. Et, si je ne me trompe pas, tu as adopté 2 enfants. Voilà. Bah, ils font partie de ceux qui sont à moi, puisque c'est une adoption plénière. C'est en l'occurrence Marie et Marie Garance qui sont venus agrandir notre famille. Ça va? T'as une petite armée là, hein. Tu te prépares pour une équipe de foot, quelque chose comme ça ou quoi? En tout cas, ils sont super sages, ils sont là depuis le début de l'émission et ils ont même les livres de maman. J'ai vu, il y a Petit à Petit qui est là. Elle fait des enfants pour la promo, bravo, bien vu. Raconte-nous cette histoire alors. Comment est-ce que tu as pu te dire, tiens, j'adopte, et puis peut-être que les gens vont dire que c'est des enfants pas comme les autres et pourtant c'est les miens. Eh bien, on avait la chance d'avoir 6 enfants biologiques et on s'est posé la question si de nouveau
on avait l'envie, le réel désir de devenir de nouveaux parents. Et dans cette démarche de parentalité totalement complète, en fait, on s'est tourné vers des enfants qui étaient en situation de handicap et qu'il est bon, en fait, de changer nos regards et d'aller vers ces enfants. Est-ce que du point de vue de l'administration, ce sont aussi des enfants différents, limite qu'on a du mal à adopter? Alors là, malheureusement, j'aurais bien aimé vous dire que la société les accueille. L'inclusion, elle est absolument pas réelle, puisque nous, on l'a vécu au niveau du handicap. Un enfant handicapé a le droit, comme tout enfant, à avoir une famille qui tient debout. Donc c'était normal qu'on soit éprouvé, mais on n'a pas été éprouvé, c'est qu'on nous a découragés. On nous a même dit que ces enfants n'étaient pas aimables au sens du terme, et que pour certains, même ça a été très violent pour nous, ils n'étaient pas adoptables. Or, le mot adoptable veut dire aimer, en fait. Il n'y a rien d'autre. Et en fait, on nous a expliqué qu'ils étaient pour certains pas adoptables puisqu'ils ne nous apporteraient rien. Et encore, je pense qu'il faut avancer sur ce mot aimer et sur ce mot de parentalité, parce que quand on aime, c'est sans limite et sans retour. On peut peut-être demander aux grands là, qui sont... quand vous les avez vus, ces petites filles, ces petits amours arriver dans la famille. Déjà, vous êtes 6, j'imagine, autour de la table. Moi, je connais les familles nombreuses. Déjà, il faut partager les gâteaux. Il y a 2 personnes en plus. Comment vous avez réagi, vous? Je prends le plus grand. C'est quoi ton prénom? Commun. Alors, nous, on était très contents parce qu'avec les 6 enfants, déjà, ça se passait très bien. C'est pas vrai, mais bon. Et donc, dès que Marie est arrivée dans la famille, elle était tout petit bébé. Donc, on l'a vue et on a tout de suite levé nos a priori, quoi. Dès les premiers jours, maintenant, on la voit grandir. On est tout content tous les jours. Et donc, dès qu'ils nous ont annoncé qu'on allait avoir un 2e enfant, de nouveau adopté et handicapé. J'aime bien, il dit comme si c'est lui qui avait accouché. On va avoir un 2e enfant. Frère, c'est tes parents qui adoptent, hein? Oui, mais... Alors attends, excuse-moi, Marie, elle dit à moi. C'est vrai, c'est une femme, tu as raison. Alors attends, pardon, Marie me demande la parole. Ça va, Marie, ma chérie, ça va? Oui. Après, j'attends le bébé, le bébé et les petits handicapés. Ah ouais? Mais du coup, il n'y a pas de différence là. C'est qui le plus gentil des frères et sœurs? Je mets les embrouilles dans la famille, hein, direct. Hein. C'est quoi ton prénom? C'est Brune? Oui. Donc tu serais la plus gentille? Je sais pas. Je sais pas, mais si, c'est Marie qui l'a dit. Marie, tu as quel âge, Marie? 5 ans. Quel âge tu as? 5 ans. T'as quel âge, Marie? 5 ans. 5 ans. Et À moi. voilà, 5 ans. Ok. Donc Marie va co-animer cette émission avec Sonia dans un instant. Je crois qu'on va se faire piquer le micro aujourd'hui. Ok. D'accord. Peut-être une carrière dans le rap bientôt pour Marie. Merci ma chérie. Vous pouvez applaudir. Marie a lancé les applaudissements. En tout cas, vous êtes ma petite Marie Garance. Alors, qui a envie de réagir là, ici, à l'histoire de Clotilde? Je crois que j'ai des mamans qui sont là. Bonjour, comment vous vous appelez? Présentez-vous. Je m'appelle Nyongo. Nyongo. Oui. Donc, je suis maman d'une jeune fille autiste de 15 ans. Ah, alors, franchement, je suis admirative. Je suis admirative parce qu'en plus, ça me rappelle, au fait, quelque chose que j'ai vécu, au fait, il y a quelques années. J'ai rencontré un jeune homme, au fait, qui est venu me parler et qui avait compris que ma fille était, juste en l'observant, que ma fille était autiste. Et il est venu me parler. Et après, il m'a dit, vous savez, mes parents ont adopté 2 enfants trisomiques. Et je lui ai dit, vous êtes sérieux là? Il dit, oui, tout à fait. Nous sommes donc une grande famille avec 2 enfants trisomiques. Et là, je me suis aperçue, je me suis dit, au fait, le bonheur est toujours possible. Et donc, depuis ce jour, je me suis dit, le sourire ne me quittera plus jamais. Merci beaucoup. Il se passe aussi pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple François qui nous dit « Ma plus belle aventure a été accepter mon handicap. Aujourd'hui, j'aime ma différence. J'en ai fait ma principale qualité. » Ou encore sur Twitter avec le hashtag FlashTalk. Il y a Hélène86 encore qui nous dit « C'est difficile de se faire accepter en tant que personne handicapée dans la société française. Tout handicap confondu, dit-elle, et plus particulièrement dans le monde professionnel. Dès que la personne handicapée dit qu'elle ne peut pas faire certaines choses ou qu'elle demande de l'aide, ah là, c'est galère. » Je me retrouve donc à côté de notre cartooniste cette semaine. C'est assez. Comment ça va, camarade? Très bien, et toi? Alors, premier dessin. Alors, premier dessin, je réagissais sur les handicapés sont-ils invisibilisés? Et j'ai fait un non-voyant qui dit, non les gars, c'est vous qui êtes invisibles. Ça ferait rire les gens au plateau.
Voilà. Et le langage des signes, il parle bien, Hugo, mais il parle vite. Et l'interprète de langage des signes qui dit m'en parle pas avec les mains toutes tordues. C'est vrai qu'on a aujourd'hui, je tiens à le signaler, 2 interprètes en langue des signes, Fred et Béa, qui pour la première fois nous suivent pendant toute l'émission. On est très contents et très fiers de tout ça. Et dernier dessin, une petite sur l'actualité, un petit peu sur la politique. Donc on voit une personne en fauteuil roulant qui dit « me sens pas concerné par la politique de Macron » et on voit la limitation de 80 juste à côté. Bien, d'accord. En marche, fauteuil, tout ça. Attention, attention. Je suis avec Philippe Aubert et Jackson Santina. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là avec nous aujourd'hui dans Flash Talk. Vous formez tous les deux depuis 17 ans maintenant un tandem à l'image de celui d'Intouchable. Hein. Ce fameux tandem qui a été popularisé évidemment par ce film. Philippe souffre d'une infirmité moteur cérébrale depuis la naissance et vous êtes Jackson... sa voix, son accompagnateur, son ami, son associé, comment vous vous définissez? Alors, c'est vrai que c'est une très très bonne question parce qu'avec Philippe, on a tout connu. Ça fait 17 ans qu'on se connaît et quand on s'est connus, j'étais en 2e année d'études de philosophie et je cherchais un petit job d'étudiant. Et donc, à ce moment-là, je suis tombé sur une petite annonce dans laquelle on disait rechercher un étudiant pour accompagner un élève de terminale. J'ai trouvé ça superbe, sauf qu'il n'y avait pas de précision concernant cet élève de terminale. Et quand tu arrives au lycée Toulouse-Lautrec, ce fameux 11 septembre 2001, et on m'a présenté Philippe, je me suis dit non, ça ne va pas être possible, je ne vais pas y arriver. Au début, vous avez pris peur? J'ai pris peur, carrément, et j'ai voulu tout de suite repartir. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Déjà, j'avais des préjugés, je connaissais pas ce milieu. Et d'autre part, je me disais, mais comment je vais faire finalement? C'est impossible. Et c'est là qu'il faut justement, aujourd'hui, 17 ans après, je m'interroge justement sur l'accompagnement qui est proposé aux personnes en situation de handicap. Et avec Philippe, on travaille depuis quelques années. À la suite de son 2e Master 2 qu'il a obtenu, il faut savoir que Philippe a 2 Master 2. Un Master 2 en sociologie et un Master 2 sur les pratiques inclusives des personnes en situation de handicap, dont je suis également le titulaire. Et pour accompagner Philippe, il n'y avait pas d'autre solution que justement d'avoir un accompagnement spécifique. C'est-à-dire, comme vous le constatez, Philippe n'a pas l'usage de la parole. Philippe communique par le biais d'un système de communication qui est basé sur l'épellation des lettres de l'alphabet. On peut vous montrer comment Philippe communique. Et ça a été justement le parcours de combattant pour arriver à faire comprendre que Philippe avait des grandes capacités et qu'il pouvait étudier comme tout le monde. Et aujourd'hui, grâce à cette rage d'exister, Philippe a écrit un livre et dans lequel il partage justement avec tous ceux qui veulent apprendre de cette notion d'accompagnement quelque chose d'extraordinaire. Donc je vais laisser le soin à Philippe de s'exprimer. B, C, D, F, G, H, J, K, L, A, LA, B, C, D, F, M, N, P, Q, R, A, la, F, R, A, M, N, la France, A, B, C, D, A, E, A, D, B, A, E, A, D, bonne, D, B, A, E, B, C, D, F, G, H, J, A, des belles lois, B, C, C, A, E, I, O, comme B, C, C, A, E, comme celle de A, E, B, C, D, D 2005. M, A, E, mais, M, N, P, Q, R, S, S, mais, A, E, I, O, on, A, E, on est, on, M, N, P, Q, R, A, E, E, M, N, P, Q, R, S, on reste, A, E, I, isolé, I, M, N, ouais, invisible, B, C, C, A, car, A, E, I, O, on, M, N, A, on n'a pas, on a, M, N, P, Q, R, on a, R, M, N, P, Q, R, A, E, I, on n'arrive pas, A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, A, E, E, allait, M, A, E, mettre, A, E, en application. C'est un peu ce que nous disait Anne-Sara Kertledo tout à l'heure. La France a des belles lois, mais on a du mal à les mettre en application. La rage d'exister, c'est le titre de cet ouvrage. Est-ce qu'il faut forcément avoir la rage pour se faire une place dans cette société quand on est en situation de handicap? Oui,
pour quelqu'un qui a un très lourd handicap comme Philippe, qui n'est jamais compris, il faut une rage pour pouvoir exister. Et il faut se battre à chaque instant. Exactement. Hein. Déjà, je voulais dire Jackson, mais respect total. Hein. Il faut que tu viennes faire motus avec moi, mec. Hein. Faut qu'on y aille ensemble. Hein. C'est pas possible. Est-ce que des personnes en situation de handicap sont venues en métro jusqu'ici ? Ah non, ça risque d'être compliqué, hein, parce que je peux vous le dire, et si vous ne le saviez pas, vous allez tomber des nues. Sur les 303 stations de métro qui existent ici en Île-de-France, il n'y en a que 9 qui sont totalement accessibles aux personnes en situation de handicap et notamment en fauteuil. Regardez, elles sont là, elles sont concentrées sur la ligne 14. Et mes amis, nous sommes en 2018, hein, Sonia. Alors bonjour, comment vous vous appelez ? Alors je suis Louis Van Rosdy, je suis entrepreneur. Et alors comment vous êtes venu aujourd'hui ? Avec mon propre véhicule, parce qu'effectivement, on peut oublier le métro et même la ligne 14. En général, sur chaque station, il n'y a qu'un ascenseur qui est utilisé par tout le monde et qui est souvent dégradé dans les stations. Et donc, en fait, il arrive régulièrement qu'on est obligé de faire 2 ou 3 stations plus loin parce que les ascenseurs sont en panne. Donc le métro, il faut carrément oublier, c'est impossible, mais même pas certaines lignes. Alors, il faut oublier le métro, effectivement. Et l'autre problème, c'est que le bus, qui lui est accessible en surface, aux heures de pointe, pour faire rentrer un fauteuil roulant, il faut faire sortir 15 personnes pour accéder aux places réservées aux fauteuils roulants. Donc c'est pas exploitable. Donc vous êtes obligé d'avoir votre propre véhicule équipé spécialement. Oui, ou de faire appel à des services de transport adaptés. Et au quotidien, pour se déplacer, ça donne quoi ? Avec son propre véhicule, c'est beaucoup plus facile, mis à part les contraintes de bouchons et de déplacement en région parisienne. Et les problèmes de place de parking qui sont souvent... alors moi j'ai un véhicule où je sors par l'arrière, enfin sur le côté à droite, et donc les places sont pas assez larges, donc, ou alors les gens se garent trop près et on n'arrive pas à sortir avec la rampe. Donc il y a un vrai problème sur les places, et dans les rues, il n'y a pas assez de place. Combien ça coûte un véhicule équipé ? Alors les moins chers sont ceux qui sont équipés pour le transport, mais pas pour la conduite par une personne handicapée. Mais pour la conduite par une personne handicapée, sur des handicaps un peu lourds, où on conduit avec un fauteuil roulant, on arrive très rapidement à 80 000 € minimum. 80 000 €. Et vous avez des aides ? Il y a des aides qui sont précieuses, mais il y a une grosse partie, très très grosse partie de l'aménagement qui reste à charge. Alors, on parle de mobilité, ce qui nous fait poser la question, l'État en fait-il assez justement pour nos compatriotes en situation de handicap ? Poursuivons avec la santé, le scandale du nombre insuffisant de places dans les hôpitaux. Ça fait 10 ans, rendez-vous compte, mes amis, qu'il manque 50 000 places. Il y a aussi la question de la formation du personnel des assurances privées qui se substituent à l'État. Je suis à côté du médecin Jeanne Aubert. Vous êtes aussi maman d'une jeune femme avec un pluri-handicap. Vous avez écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages aussi sur la question. Le cas de votre fille dit bien des difficultés de la prise en charge des personnes en situation de handicap. Racontez-nous, Jeanne. Alors très rapidement, on va la mettre dans les inclassables, puisque pour les autistes, elle n'est pas assez autiste, pour les épileptiques, elle n'est pas assez épileptique, pour les malentendants, elle n'est pas assez malentendante. Elle ne fait pas d'effort. Elle ne fait pas d'effort du tout. Pour les polyhandicapés, elle n'est pas en fauteuil, donc elle est classée dans les cas complexes avec une épilepsie sévère et des troubles autistiques. Ce qui veut dire des troubles du comportement. Et alors je vais me centrer sur cela, puisque c'est finalement ceux qu'on envoie en Belgique. Mais est-ce que c'est possible en France ? Mais c'est possible en France. Le problème, c'est qu'il y a un temps administratif et politique et on nous annonce des plans qui aujourd'hui sont insuffisants. C'est un plan Marshall, c'est une réelle révolution, c'est une création. En plus, n'oublions pas que 50 000 places, c'est probablement aussi 50 000 ou plus emplois en France, donc c'est pas négligeable. Et aujourd'hui, il y a un système qui s'est mis en place depuis de très nombreuses années, plus de 30 ans, où la France, et c'est ça qu'il faut que les Français sachent, la France paye les établissements belges, dont certains sont semi-privés, pour accueillir leurs enfants, faute de solution. Presque pour se décharger, c'est ça ? La France, alors sur des arguments qui sont variables, on ne sait pas faire, on n'a pas les moyens, on n'a pas de place. Et finalement, pour des enfants comme la nôtre, qui a 26 ans, qui n'est plus une enfant, comme elle ne rentre pas dans les cases, tout le monde se renvoie la balle. Il y a le manque de place, mais il y a aussi la formation des professionnels et la façon dont le médico-social est organisé. Aujourd'hui, certains établissements, je suis désolée, je vais le dire de manière un peu provocatrice, font leur marché et choisissent, alors que c'est financé par les départements, c'est financé par la sécurité sociale, mais ils choisissent la bonne personne handicapée mentale qui ne va pas leur poser de problème. Je suis médecin. Moi, si demain à l'hôpital, je dis non, ce malade-là, j'en veux pas, il est trop compliqué, puis en plus, il va peut-être pas guérir, on n'est pas sorti de l'affaire au niveau sanitaire non plus. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à cette révolution. Je voudrais juste dire sur les droits. Aujourd'hui, non, ils n'ont pas tous les mêmes droits, puisque des jeunes femmes qui ont un handicap comme ma fille
n'ont pas le droit de vote et qu'il y a une réflexion aussi pour ça. Et que je suis désolée, si elle avait elle aussi sa voix dans un isoloir, même si elle est accompagnée par ses parents, peut-être qu'on arriverait aussi à faire bouger les choses parce qu'on est très nombreux dans cette situation. Merci Jeanne. Mais oui, merci pour ce témoignage. Comment elle s'appelle ta fille? Elle s'appelle, alors dans les livres, elle s'appelle Julie, puisque c'est un nom d'auteur. Ouais. Dans la vraie vie, c'est Pauline et je l'embrasse. Julie, Pauline, on t'embrasse aussi. Et c'est un vrai appel, un cri du cœur qu'on lance aussi à nos décideurs, les élus, ceux qui prennent les décisions, qui votent nos lois et qui ne sont pas là aujourd'hui sur le plateau de Flash Talk. Et ça, quand même, c'est assez dommage. Et Rafale, Clotilde a écouté avec beaucoup d'attention et vous vouliez réagir. Oui, je voulais vous dire que je rejoins exactement ce que vous dites. Et nous, en effet, en ayant adopté ces petites filles handicapées, on s'est rendu compte que, en effet, les droits n'étaient pas les mêmes. Marie donc souffre d'une trisomie 21, donc c'est un handicap, on va dire, assez léger sur l'échelle de handicap, si on peut évaluer comme ça. Donc Marie peut bénéficier, en fait, elle a pu avoir être en crèche dans un système classique, et ensuite elle peut, encore une fois, on dit elle peut entre guillemets, être scolarisée. Après, la réalité est autre parce qu'il faut un dossier particulier et une mise en place d'une aide accompagnante la maîtresse. Et cette mise en place, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, elle n'est pas réelle. Et je voudrais rappeler, je crois qu'on l'a évoqué dans le sujet tout à l'heure, que si la majorité des élèves handicapés sont scolarisés dans une école classique, eh bien 1 sur 2 quitte l'école avant le CM2. Et l'une des explications, c'est ce que vous avez évoqué, Clotilde, c'est le manque des accompagnants pour ces enfants. Alors nous maintenant, on a une grosse page Facebook qui s'appelle Tombée du nid où il y a beaucoup de familles qui témoignent et on voit des mères de famille qui ne peuvent plus travailler parce que leur enfant n'est pas scolarisé. Et c'est vrai, c'est un peu un scandale. Donc Marie étant scolarisée très loin de chez nous, à 3/4 d'heure de route quand même, ce qui nécessitait 3 heures de route par jour pour qu'elle puisse bénéficier d'une scolarité, alors qu'elle peut suivre une scolarité pour le moment. Nous avons, avec mon mari et surtout avec des amis, créé une école hors convention qui ouvrira ses portes en septembre à Vernouillet, tout à côté de chez nous. Une école dans les Yvelines. Voilà, exactement. Et une école comme on se veut, c'est-à-dire une école vraiment ouverte sur la différence. On aura la chance d'accueillir 2 petites filles trisomiques, une petite Mathilde et Marie. Et donc voilà, elle ouvre ses portes en septembre. Eh bien, bonne rentrée, merci Clotilde. Beaucoup de gens ici sur le tapis de Flash Talk, place de la Bastille à Paris, veulent prendre la parole. Comme toi, c'est quoi ton prénom? Laurie. Laurie, tu vis où toi? Alors moi je vis dans le 94, donc à Choisy-le-Roi. Et donc j'ai un handicap qui ne se voit pas, puisque j'ai un syndrome d'Ehlers-Danlos, donc c'est une maladie génétique. Et moi je voulais mettre ça sur le problème de tout ce qui est emploi. En fait, quand on veut entreprendre, quand on veut travailler, très souvent, moi en plus ma maladie elle s'est déclarée tardivement, on n'est pas cru déjà dans un premier temps. Quand on commence à dire on a mal, etc., les gens ils pensent qu'on est juste feignant et qu'on ne veut pas aller travailler. Toi tu es feignante quoi. Voilà, moi, c'est ça, donc c'est très long. Moi j'ai mis 6 ans à avoir un diagnostic pour savoir qu'est-ce que j'avais. Au début je me disais mais je suis folle, les médecins disent que c'est peut-être des problèmes et je l'ai découvert pendant ma grossesse, donc en plus je savais pas ce que j'avais. C'était vraiment compliqué et c'est vrai que je tenais à parler de ça parce que souvent les gens ils en ont honte, ils en parlent pas. Moi j'ai mis 4 ans à en parler à mon employeur parce que j'avais vraiment j'avais honte, tout simplement. Je voulais pas qu'on me regarde mal, je voulais pas que ma carrière soit mise en problème. Et puis maintenant que j'ai déclaré le handicap, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, mais il a fallu du courage, évidemment. N'hésitez pas aussi à nous tweeter avec le hashtag FlashTalk. Je vais revenir vers toi dans un instant, mais regarde qui est à côté de moi. Je suis sûr que vous connaissez ce visage. Sophie Vouzelot, ça va Sophie? Tu vas bien? Bonjour, alors viens, approche-toi ici, Béa, qui est notre interprète en langue des signes. Ça va Béa? Ça va bien. Voilà, c'est à toi que je parle. Notre chère Sophie, qui est juste à côté de moi, elle est mannequin, actrice, écrivaine également. Elle a été élue première dauphine de Miss France en 2007. Vous avez participé à plusieurs émissions de télévision, donc Danse avec les stars, et vous souffrez de surdité depuis la naissance. Et vous avez appris à communiquer apparemment en apprenant à lire sur les lèvres et grâce évidemment au langage des signes. Est-ce que jusque-là tout va bien ? Oui, c'est ça. Moi, je suis sourde de naissance, dans une famille entendante. Mes parents ont voulu que j'apprenne d'abord à parler pour pouvoir m'exprimer comme tout le monde. Et je suis venue à la langue des signes après. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis bilingue puisque je pratique les 2 langues. Et comment ça se passait à l'école, puisqu'il y a un instant, on parlait de l'école, justement?
Ah bah, l'école, pour moi, j'étais en intégration dans une école normale où j'ai énormément souffert parce qu'il n'y avait absolument aucun dispositif adapté. Donc j'étais frustrée en permanence, j'avais l'impression de ne pas comprendre, donc aucune reconnaissance de mes compétences. Et malgré tout, je devais travailler plus que les autres pour rattraper les heures de choses que je n'avais pas comprises, etc. Enfin, c'était vraiment terrible. Et moi, ce que je voudrais, c'est que l'école, il y ait dans les écoles des écoles bilingues, des écoles adaptées à tous les handicaps, et pour que les enfants ne soient pas angoissés, en tout cas les enfants sourds comme moi, ne soient pas angoissés tout petits. Et en plus, à l'école, j'avais pas d'amis. Tout le monde se moquait de moi parce que j'ai une voix un petit peu différente. Je portais des appareils auditifs. Et les gens quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, moi, je voulais être mannequin, je voulais faire des photos de mode. Et on me disait, ah ben non, tu peux pas, t'es sourde. Ah ben non, tu peux pas, tu rêves. Et en fait, je pouvais rien faire parce que j'étais sourde. Mais moi, j'ai pas demandé à être sourde. Je suis comme ça depuis ma naissance. On choisit pas en général d'être handicapé. Il faut vraiment faire comprendre aux gens qu'on a tous les mêmes droits et qu'on peut réussir un parcours quoi qu'il arrive. Ce qui est important, c'est de faire aussi changer le regard que les gens portent sur nous. Quand on est handicapé, en tout cas moi je l'ai vécu en petite, on me disait toujours tu pourras pas réaliser tes rêves parce que tu es sourde. Et ben je pense qu'il faut garder nos rêves, il faut que tout le monde garde ses rêves parce qu'on peut les réaliser. Bravo Sophie, quand même une question parce que malgré tout Sophie elle est super bavarde. Hein J'essaye de concentrer tout ce que j'ai à dire, mais j'ai tellement de choses à dire, c'est difficile. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que mon combat, c'est aussi pour que les entreprises embauchent des personnes handicapées. Et ce mot handicapé, moi, je l'aime pas. Je voudrais qu'on dise des personnes différentes. Parce que c'est la société qui n'est pas adaptée, et c'est elle qui crée le handicap. Si la société était adaptée, il n'y aurait plus de handicap, on serait simplement différents. Et ce que je voudrais justement, c'est que les entreprises voient avant tout les compétences de la personne et non pas son handicap, de façon à ce que les gens puissent quand même tous trouver un travail et s'épanouir dans leur vie professionnelle. Sophie, une autre question quand même. Est-ce que le fait d'avoir participé à une émission aussi mainstream que Danse avec les stars a permis d'avancer aussi sur cette question, de peut-être casser des clichés, des stéréotypes? Bah oui, c'était extrêmement difficile. Moi, j'avais jamais dansé. En plus, je n'entends pas la musique puisque je suis sourde. Donc, c'était tout un système de calcul. J'apprenais par cœur les pas. Bon, j'ai de la chance, j'étais avec un danseur qui m'expliquait parfaitement bien et qui me faisait beaucoup répéter de façon à ce que je puisse vraiment intégrer par cœur toutes les danses parce que la musique ne pouvait pas m'aider, forcément. Bravo en tout cas, Sophie. On peut l'applaudir une nouvelle fois. Est-ce que tu peux m'apprendre juste à dire merci? Merci Sophie, merci beaucoup. Sonia. Oui, Rafale, je suis avec Jeanne qui voulait réagir brièvement, Jeanne, vous m'avez promis, à ce que nous disait Clotilde tout à l'heure. Oui. Sur la scolarisation. Oui, je la félicite pour son énergie. Cependant, la première loi sur le handicap, c'est la loi de Simone Veil de 1975. Et aujourd'hui, finalement, on en est là. C'est-à-dire que les parents qui ont l'énergie et qui éventuellement vont réussir à mobiliser les moyens, vont créer l'école pour accueillir leur enfant et quelques autres autour. Et puis, il y a ceux, les 8500, qui partent en Belgique. Et puis, il y a les 50 000 qui n'ont pas de solution. Et pour moi, c'est une faillite de l'État et c'est un retour à 1960-1970. C'est pas acceptable. Merci beaucoup, Jeanne. Je suis avec Nasser Zorgani, qui a envie de prendre la parole aussi aujourd'hui. Nasser, vous êtes humoriste, ambassadeur d'Handicap International, consultant en stratégie et développement, et boxeur amateur et aveugle. Vous vous surnommez, Nasser, l'handicapable, et vous dites le seul handicap qui existe, c'est l'ignorance. Totalement. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le constat, il est simple, c'est que nous ne sommes pas des citoyens à part entière, mais plutôt des citoyens de seconde zone. Et la société, de manière générale, et c'est pas une responsabilité unique de la société, c'est collectif. C'est aussi la faute des personnes en situation de handicap elles-mêmes. On s'enferme dans une idée selon laquelle nous sommes fragiles. Alors moi, je fais de la boxe avec des personnes valides qui voient bien et je leur tiens de tête et ça se passe très bien parce qu'on s'adapte en fait. Le maître mot, c'est l'adaptation. Les personnes handicapées ne sont ni des super-héros ni des personnes fragiles. Ce sont des citoyens comme tout le monde avec des envies, des ambitions ou pas. Et puis qu'une personne handicapée soit capable de faire les choses, tant mieux. Si elle n'est pas capable de faire les choses, on lui donne les moyens de s'adapter, mais c'est à elle de choisir. Mais quand l'État est défaillant, qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés. On est obligé de se réunir. Et moi, ce que je dis aux personnes handicapées de toutes conditions, c'est bougez-vous parce que l'État ne le fera pas pour vous. Réunissez-vous et 12 millions de personnes, c'est 12 millions de voix.
Et aujourd'hui, il faut peser dans le débat de la place publique et il ne faut pas rester spectateur. Et nous sommes tous acteurs. Et moi, je suis pragmatique et très dur. Hein. Je veux dire, on est vraiment dans un état sociétal grave, mais c'est comme être une femme. Être une femme, c'est être handicapé. Comme être noir ou être d'origine maghrébine, être français de seconde zone, c'est un handicap. Donc un pays qui n'est pas capable de valoriser la différence de manière générale, comment voulez-vous qu'il traite les personnes handicapées ensuite? Je pense que vous êtes des citoyennes et des citoyens, vous avez le droit de vote. Il y a le médiateur de la République et il faut se mobiliser. Les constats, c'est bien, mais l'action, il faut y aller maintenant. Nasser, est-ce qu'on peut rire avec le handicap? C'est pas à vous que je vais poser la question. Évidemment, vous allez clôturer l'émission tout à l'heure avec un petit sketch. C'est un bon vecteur de communication. C'est un bon vecteur de communication. La preuve avec le story flash d'Estelle Janjo. Peut-on rire du handicap? Oui, selon Grand Corps Malade, qui raconte cette vanne entendue lors de sa première visite en centre hospitalier. Tu sais où on peut trouver un tétraplégique? Au dernier endroit où on l'a laissé. Il existe un vrai humour handicapé, très trash, cynique dans les centres hospitaliers, heureusement d'ailleurs. L'autodérision est souvent un moyen de dédramatiser. Guillaume Batz, humoriste atteint de la maladie des os de verre, s'affiche même sur scène pour rire de sa différence. Parce que moi, contrairement à ce qu'on peut penser en me voyant la première fois, j'adore ma vie. Je dis c'est génial, quoi. Quand je croise des groupes de gamins dans la rue, par exemple. Salut les enfants, ça va? Ah! Philippe Croison, consultant en entreprise et amputé des 4 membres, est lui aussi un grand habitué de l'autodérision. TER Rouen-Paris quand un contrôleur demande ma carte d'invalidité pour vérifier si je suis bien handicapé. D'ailleurs, d'autres personnes handicapées n'hésitent pas à l'interpeller sur Twitter, comme Tomipa06. J'adore ce panneau. Nous allons donc booster nos fauteuils roulants électriques. Qu'en penses-tu, Philippe Croison? Parfois, humour peut aussi dire gaffe. Un bel exemple avec cette soirée du Téléthon. Un moment un peu gênant, mais qui fait sourire. Louis, on l'a entendu tout à l'heure au début de l'émission, comment ça va? Très bien. Bon, tu es aussi entrepreneur, On parle justement là maintenant d'emploi. Est-ce que quand on est une personne en situation de handicap, on est égal dans le marché de l'emploi face aux personnes valides? Alors clairement non, parce qu'on retombe sur les mêmes problèmes d'idées reçues et d'a priori. Et donc effectivement, je pense qu'il y a un certain nombre de barrières à l'emploi. Et pour ceux qui ont accédé à l'emploi, il faut pouvoir maintenir cet emploi en étant toujours capable d'être présent à l'heure, de pouvoir rester plus longtemps si nécessaire, sans être contraint par les problèmes de transport. Et donc c'est un ensemble de problématiques au quotidien qui sont très très complexes à mettre en place et à maintenir. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas, peut-être tu vas me corriger, je parle sous ton contrôle, dans le cadre du service public ou dans les grandes entreprises, il y a déjà presque une discrimination positive qui est mise en place aussi pour les personnes en situation de handicap. Oui, non? Suffisante, pas suffisante? Ça dépend de ce qu'on appelle la discrimination positive, mais il y a une loi depuis 20 ans qui impose 6% de personnes handicapées dans les entreprises. Là, on est sur de la discrimination positive, ou en tout cas sur une incitation avec des amendes assez importantes. Ou en tout cas des cotisations importantes à régler, et finalement, on n'est pas du tout aux 6%. Donc est-ce que la discrimination positive, finalement, a une réelle utilité? Ou est-ce que les gens préfèrent payer les amendes? Beaucoup d'entreprises préfèrent payer les amendes. Après, il y a aussi des entreprises qui sont demandeuses de recrutement. Je connais beaucoup de chefs d'entreprise qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à recruter parce qu'ils ont du mal à trouver des personnes en situation de handicap qui aient les diplômes et les compétences pour les postes qui sont nécessaires. Merci beaucoup, Louis. Raphaël, je suis avec Violette. Violette, vous vouliez intervenir sur ces questions d'insertion et de travail? Oui, alors pour rebondir encore ensuite sur le monsieur qui vient d'intervenir sur la question des 6% en entreprise et de la discrimination positive, on y fait face aussi, c'est des problématiques qui nous touchent. En revanche, je trouve que c'est encore dommage aujourd'hui que petites, moyennes ou grandes entreprises, on ait encore cette étiquette du vous êtes prise dans cette boîte, dans cette entreprise, sous-entendu peut-être aussi pour des questions de quotas ou autres. Donc c'est encore porteur, je trouve, d'un stigmate de quotas, entre guillemets, et ça efface un peu la bonne volonté et l'initiative d'intégration sociale qu'il y a auparavant, et donc en ce sens c'est un peu dommage. D'ailleurs je rebondis, excuse-moi, jusque dans l'emploi également, puisqu'il existe le Café Joyeux, celui qui n'embauche que des personnes en situation de handicap. Notre reporter Estelle Janjo est partie au Café Joyeux, voici son hashtag.
Je m'appelle Camille Lortiwa, je suis le manager gérant du Café Joyeux de Paris. On est persuadé que le handicap peut être joyeux et qu'on peut grandir les uns par les autres et qu'on peut s'accueillir les uns les autres avec nos fragilités, nos différences. Et quand on s'accueille, eh bien, ça donne de la joie et c'est ce qu'on veut proposer ici. Voilà, donc tu vois, en temps normal, t'as quasiment pas besoin d'appuyer. Pour moi, c'est plutôt une passion quand je travaille ici. J'apprends des choses. Je suis en CDI et voilà, je suis bien quoi. Pour moi, c'est un boulot, comme diraient mes parents, c'est un boulot de rêve. En fait, je m'appelle Arnaud. Je travaille chez Joyeux depuis 1er juin, ça fait un vendredi. Et ça passe bien. Avant, je travaillais au McDo. Merci monsieur. Merci beaucoup. Je vous remercie. Oui. Je viens voilà vous servir directement à table. Oui. Merci. Merci à vous. Arnaud de Broca est secrétaire général de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés. Est-ce qu'un exemple comme celui qu'on vient de voir, celui du Café Joyeux, va dans le bon sens? Évidemment oui, mais ce n'est pas suffisant. Alors ça va sûrement dans le bon sens, ça permet à la fois de rendre visible le handicap et de permettre effectivement à beaucoup de personnes handicapées de travailler. Après je pense que le sujet effectivement ça ne se résume pas à ce genre d'initiative. Le sujet de l'emploi et notamment pour nos adhérents qui sont des gens qui deviennent handicapés à la suite d'un accident, d'une maladie professionnelle ou pas, c'est effectivement le maintien en emploi. C'est-à-dire c'est de se dire comment ces personnes-là vont pouvoir rester dans leur entreprise, avec quel aménagement, quelle aide. Et on se rend compte malheureusement que c'est extrêmement compliqué puisqu'on a à peu près 70% de nos adhérents qui sont licenciés pour inaptitude après leur accident. Donc c'est quand même, peut-être pour être moins positif que certains ici, mais c'est quand même une situation très dramatique à mon avis, le lien entre le handicap, la survenue du handicap et le maintien en emploi. On n'est pas dans des entreprises globalement très accueillantes pour les personnes handicapées. Pour avoir un logement social, un valide attend en moyenne 19 mois contre 27 pour une personne handicapée. Et alors dans le privé, seulement 6% des logements sont équipés. La France accuse un grand retard. Et ce n'est pas le dernier projet de loi dont on a beaucoup parlé qui va arranger la situation. La loi Elan, qui remplacera une loi précédente qui datait de 2005, qui prévoyait que 100% des logements neufs devaient être accessibles. Alors 10% de logements accessibles contre effectivement 100% maintenant. Donc c'est une loi effectivement mauvaise et qui va se traduire par une exclusion renforcée des personnes handicapées dans la vie quotidienne. Alors pour les gens qui viennent de nous rejoindre, vous regardez Flash Talk, on parle du handicap. On est place de la Bastille à Paris aujourd'hui et ça n'arrête pas justement, il y a des gyrophares de partout. C'est pas notre faute, on n'a rien fait monsieur, je vous assure. Par contre, je suis aux côtés, puisqu'on parle de logement, d'un architecte, j'en ai trouvé un. C'est quoi ton prénom? Paul. Paul, alors, toi tu travailles sur ces questions aussi. 30 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire alors? Je peux dire en tout cas, et je rebondis sur ce qui vient d'être dit, au niveau de la loi Elan, un point très important, c'est qu'en stigmatisant à 10% des logements pour les personnes handicapées, on stigmatise encore le handicap, alors qu'il aurait été aussi simple de revenir sur des choses qui ont déjà été vues dans la loi de 2005, qui est une loi fondamentale pour l'intégration et l'inclusion aujourd'hui des personnes handicapées. Voilà, donc je crois vraiment que les politiques, les élus, je suis moi-même élu d'une ville de 40 000 habitants, voilà, il y en a quand même un dans l'émission, et à ce titre là, je peux vous dire que on fait un gros travail de sensibilisation justement des élus qui n'ont pas toute la même vision qu'on a entendue aujourd'hui. C'est dommage en tout cas pour moi. Et aussi au niveau des administratifs. Et ce sont les administratifs qui vont faire la trame des lois. Donc il faut vraiment sensibiliser tout le monde, les mettre en interface et on y arrive. Je fais une petite parenthèse parce que là, en métropole et dans l'outre-mer, on nous regarde et je sais qu'on a des copains et copines qui sont commerçants, qui ont des restos et on leur dit ouais, il faut que vous vous adaptiez, vous fassiez des travaux pour que les gens en mobilité réduite puissent entrer dans votre magasin, aller dans vos toilettes. Et ça les embête aussi un peu parce que ça coûte cher. C'est pas forcément trop cher. Je pense qu'il faut regarder les choses. C'est plein de solutions et c'est pas forcément tout casser pour tout refaire, surtout dans les équipements de 5e catégorie. C'est un investissement de toute façon, Sonia. Raphaël, j'ai Priscilla qui est à côté de moi et qui voulait parler culture, Priscilla.
Oui, parce que la culture, effectivement, on parle de logement, d'éducation, c'est des thématiques très importantes, mais il ne faut pas oublier la culture comme vecteur. Moi, je fais partie de l'association Accès Culture. On met en place des services d'accessibilité pour les personnes aveugles et sourdes dans les théâtres. Il ne faut pas oublier ce vecteur de la culture aussi comme un moyen de partage, d'échange, et c'est très important dans une société pour que les gens se sentent intégrés et se sentent vivants et partageants dans cette société. Restons une seconde dans le cadre des loisirs avec cette personne qui est venue de Lyon. C'est quoi ton prénom? Exprès pour Flash Talk, c'est quoi ton prénom? Moi, je m'appelle Céline. Une initiative alors, Céline? Eh bien, moi, je représente Handicap International, donc je fais un petit coucou à Nasser. Et je voulais parler... Nasser, on va lui laisser conclure l'émission dans un instant. Hein. Je fais un teaser. Voilà, c'est ça, j'irai l'embrasser après. Et je voulais juste parler d'une initiative, d'un site internet qu'on a lancé qui s'appelle easy.org. Easy comme pour rendre la vie plus facile aux personnes handicapées. Et vous allez trouver des trucs, des astuces, de l'information sur toutes les sphères du quotidien, y compris sur la sexualité par exemple. Merci d'être venu en tout cas de Lyon ici jusqu'à la place de la Bastille. Hein. J'ai Élise également qui veut prendre la parole depuis le début de cette émission. Élise, merci d'avoir patienté. Merci à vous. Alors dites-moi, de quoi vous vouliez nous entretenir aujourd'hui? L'accessibilité aux loisirs. On a évoqué beaucoup de choses depuis le départ de l'émission. Et c'est vrai que le loisir, c'est un droit fondamental. J'ai choisi d'apporter des solutions. Donc j'apporte des aides pour concrétiser des projets de sortie, qu'elles soient sur mesure, de vacances et de week-ends, de manière à ce que les personnes en situation de handicap, de quelque nature qu'ils soient, et leur entourage puissent partir où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, avec qui ils veulent. Voilà. Merci beaucoup, Élise. Je suis, attention mesdames et messieurs, s'il vous plaît, sur le tapis de Flash Talk, ici, place de la Bastille, à Paris. Nous parlons du handicap et juste avant, vous avez pu entendre le témoignage d'un comédien, d'un acteur, d'un humoriste. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour Nasser Zorgani. Ah, la journée est belle, hein, n'est-ce pas, les vapeurs? Détendez-vous, on va essayer de rire un peu. Comme vous pouvez le constater, je suis handicapé, je suis. Dites-le, allez-y. Mal, aveugle, non, arabe, c'est une forme de handicap aussi. Hein. Ça aurait pu être pire, hein, j'aurais pu être juste arabe, hein, parce qu'avant, avec ma tête de bétail, je ne rentrais pas en boîte de nuit. Mais maintenant, j'ai le totem. Et en boîte de nuit, on croise des gens assez sympas. Excuse-moi, t'es malvoyant? Bah non, je fais du golf, je travaille mon handicap. Hein. Ou alors, t'aurais préféré être aveugle ou en fauteuil? Bah, j'aurais peut-être préféré être en bonne santé. Ah, mes pauvres amis en fauteuil roulant, ils ont morflé avec ces élections. Hein. Nuit debout la République, en marche. Oh là là. Et est-ce que vous savez où se trouve l'Institut national pour jeunes aveugles à Paris? Ah, invalide, mais pourquoi ils font ça? C'est horrible. C'est comme une station de métro. Je vous jure, quand j'arrive là-bas sur le quai, je tape du bâton, tout le monde s'écarte. Moïse, là. Alors les gens sont très gentils avec moi. Est-ce que ça se voit que je vois pas, que tu vois que je vois pas? Ne fais pas ça, je vois pas. Hein. Mais je perds vraiment la vue depuis l'âge de 17 ans. À l'époque, j'habitais Marseille, province de Bogota. Hein, tout le monde se tire dessus. Mais ça aurait pu être pire encore. Parce que moi, je suis né à Alger, j'ai grandi à Marseille, je suis chauve, handicapé, malvoyant, binational et musulman. Je suis dans la merde. Bon, allez, à la prochaine. Nasser Zorgani, mesdames et messieurs. Yeah, Nasser a aussi beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Damien qui nous dit « Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que depuis un certain temps, on nous rabâche le mot société inclusive, mais dès que je me présente pour un travail et que le recruteur voit que je suis handicapé, malentendant avec appareillage, comme par magie, le poste a été pourvu. C'est pas bien, monsieur. Notre community manager, c'est Damien. Il est là. Ça va, mon Damien? Très bien. Bon. Damien, il y a eu un sondage qui a été fait sur Instagram, l'Instagram @FlashTalkOff avec 2 F. Exactement. Faut-il une discrimination positive pour les handicapés? 52% oui, 48% non. Le débat est donc très tranché. Évidemment, il continue sur nos réseaux sociaux. Regardez AC, il est là. Il a regardé toute l'émission. Et évidemment, déjà, tu vas t'attirer des problèmes, mon frère. Je vois qu'Emmanuel Macron donne un coup de pied à quelqu'un. Là, je suis sur un fil, donc je vais peut-être déraper, mais allons-y, ça va y aller crescendo. Donc la loi Elan, dénoncée par les associations, avec un petit coup de pied dans le dos pour prendre un peu d'élan. Tu vas avoir des gros problèmes, toi. Après, pour Sophie Vouzelot, il y a quand même un petit avantage, je pense, à la surdité. À un moment donné, quand elle est dans la rue et que les mecs lui disent « Wesh, mademoiselle, aguicheuse », parfois la surdité, ça a du bon. Je voulais te remercier pour une fois, tu m'as pas dessiné dans les caïras autour, là. Ça fait plaisir. Attends, ça vient. Après, handicap et emploi, c'était un sujet qui a été évoqué, mais et Nasser l'a dit aussi, mais quand l'employeur qui lui dit quand vous dites handicap, rassurez-moi, vous parlez bien de golf. Hein. Donc, très bien.
Non-voyance, alors ça c'est un peu plus dur, mais voilà, c'est ce qui peut arriver dans la vie. Chérie, j'arrive avec le petit et le chien. Il y a une petite inversion, mais c'est pas grave. C'est des choses qui... Voilà, il trouve pas les mots. C'est ouais, ok. Et après, là c'est le dérapage que j'ai imaginé un peu que tu aurais pu faire. C'est parler plus fort dans le micro, on vous entend pas, Rafale, il est muet. Voilà, bah écoute, mon petit AC, tu iras chercher ton chèque à la comptabilité. Hein, on se retrouve peut-être un jour sur une autre chaîne. Ok. C'est la fin de cette émission, mon cher Rafale. On se quitte peut-être avec un petit tweet de fin. Oui, moi j'ai ramené tous les kids avec moi. Hop, Marie, elle est là. Parce que Marie, elle voulait co-animer l'émission depuis le début. Hein. Ça y est, c'est fait. Hein. Oui. Pour longtemps, la pote à la bac, après la pâte à la poule, le créateur. Je crois qu'elle veut vous piquer votre boulot. Oui, c'est ça, hein, ma chérie, tu slams en fait. Oui. On a Rodolphe qui nous dit sur Twitter on devrait leur couper les jambes à ces députés et on leur dirait maintenant vous faites comment. On verrait si ils tiennent le même discours par les handicaps avec notre gouvernement. C'est un dialogue de sourds. Le débat évidemment il continue sur les réseaux sociaux. #FlashTalk. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre thématique. Plus de micro, je me le fais piquer par Marie. Toujours sur François, toujours sur LCP, toujours en public, toujours avec plaisir. Toujours avec vous. Salut tout le monde. Salut. Thank you.